Bien, donc des micros vont circuler dans la salle. On a un bon quart d'heure de questions, de débats, d'échanges. Moi, j'avais déjà une première question pour Laurent Latouillère, une réflexion. Parce qu'effectivement, depuis très longtemps dans nos sociétés, l'insecte est considéré comme le nuisible par excellence et de façon indifférenciée. Et je trouvais très intéressant votre approche où on voit petit à petit se distinguer parmi les insectes des bons insectes, ou éventuellement bons, de mauvais. D'accord. Et ça, c'est une première conception finalement des choses, ou une première évolution. Parce qu'effectivement, j'avais rencontré cela aussi dans mes recherches, propres recherches. Et c'est moi, vers la fin du 19e siècle, qu'on voit quelques très rares naturalistes, qui sont d'ailleurs souvent critiqués par leur pairs, commencer à faire la distinction entre des insectes qui sont nuisibles, qui font des ravages, et puis d'autres qui sont utiles, et recommander justement beaucoup plus de délicatesse dans la façon de les gérer, en disant il ne faut pas détruire tous les insectes comme ça, parce qu'il y en a quand même là-dedans qui sont intéressants. Donc moi, c'est fin 19e que je les ai rencontrés, et en même temps, j'ai vu émerger des débats parmi les naturalistes autour des oiseaux utiles, qui sont généralement les oiseaux insectivores, mais là aussi, on dévore tous les insectes. Et bon, voilà, l'utile est-il vraiment utile quand il dévore un insecte utile? Bon, voilà, le serpent se mord la queue. Mais également des grands débats autour des pics, ce qui me ramène à la forêt. Voilà. Et pour moi, c'est milieu 19e siècle, dans les années 1856, qu'on a les premiers débats qui vont trancher, parmi les savants, sur l'utilité des pics dans la lutte contre les insectes nuisibles aux forêts. Alors qu'auparavant, ils étaient unanimement considérés comme étant nuisibles, étant donné qu'ils font des trous dans les arbres. Et donc, d'une certaine façon, on a un parallèle insectes-oiseaux sur cette question. Qu'est-ce qui abîme les arbres? Ce qu'on voit directement, ou le pic qui va dévorer des insectes nuisibles dans les forêts. Est-ce que cette chronologie vous semble justifiée par rapport à vos propres recherches? Ah oui, est-ce que ça marche? C'est bon. C'est très intéressant. Je n'ai pas insisté sur cet aspect-là, mais les pics sont toujours considérés par un certain nombre de forestiers comme des nuisibles parce qu'effectivement, ils vont picorer le bois dont on fait les ressources, les revenus, etc. Donc cette logique de nuisible, elle existe aussi sur ces espèces-là. Et en fait, l'une des principales évolutions, c'est ce qu'on appelle la fonctionnalité de l'écosystème forestier où tout est lié. Toutes les espèces sont liées les unes aux autres, elles ont toutes une utilité. Alors, évidemment, quand on parle, elles ont une utilité, on est déjà dans une approche un peu anthropocentrée. Il y a des espèces qui sont là, puis il y en a, on ne sait pas encore à quoi elles servent, mais peu importe, elles servent probablement ou forcément à quelque chose. Par contre, c'est que récemment que les forestiers ont approché de manière un peu globale l'écosystème. L'approche de l'écologie des insectes forestiers, c'était quand même sur les insectes. On sait pas, enfin, c'est très cloisonné. Et le lien avec les oiseaux qui mangent les insectes, alors les bons oiseaux qui mangent les mauvais insectes, et les bons oiseaux qui mangent les bons insectes, et ainsi de suite. On a d'ailleurs, c'est assez rigolo, la même chose par rapport aux essences forestières, les arbres, avec, j'ai coutume de dire, l'approche un peu schtroumpfique des essences ligneuses avec les bons et les mauvais. Voilà, c'est un peu caricatural. Il y a les gentils feuillus et les vilains résineux. Voilà, dans la sphère environnementaliste, c'est un peu des fois comme ça. Moi, je suis dans un secteur de montagne et ça accourt. Et une partie de la sphère environnementale occulte le fait que parmi les feuillus, il y en a qui sont peut-être un peu moins gentils que d'autres. Typiquement des espèces invasives comme le chêne rouge. Et puis dans les résineux, il y en a des pas si vilains que ça, quoi. Les sapins, le pin sylvestre en zone massif centrale sont des espèces complètement autochtones qui ont leur place, leur cortège de ravageurs, de destructeurs, enfin voilà. Et tout ça se mélange, en fait. Et ce qui est intéressant dans l'approche historique, c'est que finalement, ça évolue, mais il y a très peu d'échanges entre des scientifiques, des naturalistes, et les forestiers. Il y a l'administration qui joue un rôle par le biais de ces circulaires un peu intermédiaires, mais qui est quand même pilotée par l'administration des eaux et forêts. C'est pas non plus une approche purement naturaliste. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que les publications de données sur les insectes forestiers dans les circulaires de l'administration des eaux et forêts suivent des vagues. C'est pas du tout régulier, c'est des vagues liées au phénomène de pullulation. En fait, quand il y a eu une attaque importante en Europe ou en France, l'administration derrière publie des circulaires, des notes pour informer et sensibiliser les forestiers, notamment pour lutter contre ces espèces-là. Donc ça reste toujours une démarche utilitaire.
C'est pas la connaissance des insectes forestiers pour la gloire ou la beauté de la cause, ou parce que c'est passionnant d'étudier ces petites bêtes-là. Non, ça reste quand même lié à une gestion forestière. Monsieur, une question ? J'ai un micro là. Pardon. François, oui. François Mouton. Donc moi j'aurais une question à propos du loup et à propos des méthodes je suis là, pour calculer les chiffres que nous venons d'entendre. Actuellement en France, on attribue au loup un certain nombre de brebis tuées tous les ans, quelques milliers. Et je dis bien qu'on attribue ces brebis au loup. On est dans certains cas incapable, même aujourd'hui en 2016, de pouvoir confirmer que c'est bien le loup qui a tué cette brebis, et pour différentes raisons, les primes vont dans le même sens. Alors, au niveau méthode, comment fait-on sur des siècles passés, à partir des documents qui existent, pour pouvoir trancher entre ce qui est sans doute probable, ce qui l'est un peu moins, ce qui l'est encore un peu moins, parce que si on prend nos archives de 2016 dans 100 ans, peut-être qu'on aura aussi des biais d'interprétation de ce qu'on va lire. Alors, tout à fait. En ce qui concerne les archives contemporaines, depuis 1993, etc., bon, il y a toute la fameuse question des canidés sauvages, des chiens divagants, etc., par rapport au loup. Même si on en débat beaucoup, on se rend compte que quand le loup est arrivé, les proportions d'animaux sont montées de manière ont cru énormément et qu'on a 3 à 4 fois plus rapidement de destruction qu'on en avait avant. Or, quand il y a des loups et qu'il y a des chiens en même temps, la population de chiens sur les territoires des loups, en général, a tendance à se réduire puisque le loup adore le chien. Donc il y a une part d'incertitude, effectivement. C'est tout l'intérêt de nos sciences à nous, que pas faire des mathématiques, d'appuyer sur un bouton et de dire, voilà, on a la réalité à 100%, il n'y a aucune erreur possible. Eh bien oui, il y a des marges d'erreur de 10%, de 20%, de 25%. Bon, ça ne me gêne pas, de toute façon, mais on a des ordres de grandeur. Et c'est pire encore pour les historiens. Parce que pour les historiens, pour les époques du passé, pour pouvoir chiffrer les prédations sur l'homme comme sur le bétail, on dispose en général de sources qui sont locales, qui sont régionales. Et donc, on ne peut qu'attribuer à l'ensemble des loups de l'Hexagone, par exemple, un comportement biologique comparable à celui que l'on observe pour des loups de telle région, où là, on sait qu'il y a eu 3000 moutons, 200 veaux, etc., qui sont attaqués. Donc, en faisant des règles de 3, on a des ordres de grandeur. Alors, évidemment, il s'agit d'avoir des ordres de grandeur, c'est-à-dire on peut évaluer à 8 à 10 000, par exemple, les veaux, les vaches et les taureaux qui sont tués chaque année, ce qui est de l'ordre de 0,5% ou encore moins de la population. Il faut aussi voir aussi que ça, en statistique, ça représente peu de choses. Mais comme c'est très concentré dans certains élevages et dans certaines régions, c'est très inégal. Ça pèse terriblement sur ceux qui en sont victimes. Puis il y a les conséquences psychologiques. Donc en fait, on attribue des ordres de grandeur parce qu'on sait qu'il n'y a pas eu 100 veaux et vaches et il n'y en a pas eu 100 000. Mais c'est autour de 10 000. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une marge d'erreur de 20 à 30% sans aucun problème. Sans aucun problème. Mais en histoire, on a l'habitude de raisonner ainsi. C'est-à-dire qu'on le dit, évidemment, pas dans le cadre d'un montage en 20 minutes. Là, les statistiques devraient être affinées, siècle par siècle, région par région, mais on a des évaluations, en quelque sorte. Et au fur et à mesure de la recherche, eh bien, on affine, en quelque sorte, les fourchettes. Mais on a des ordres de grandeur qui sont plausibles, qui écartent absolument les ordres de grandeur irréalistes, c'est-à-dire les ordres de grandeur excessifs, en amont, évidemment, ou bien, au contraire, dérisoires. Voilà. On ne peut que procéder du connu vers l'inconnu. Et à partir d'une documentation qui existe, remonter le temps, ou bien, pour la même époque, extrapoler à partir de 2 ou 3 régions, quand on a vraiment des chiffres de victimes, à l'ensemble du territoire, en considérant que le loup est un animal prédateur, carnivore quand même, qui n'a pas sans doute des comportements diamétralement opposés partout. Même s'il y aura des nuances selon les types d'élevage, c'est incontestable. Donc à 10, 15, 20% près, on n'en sait rien. Par contre, on est très content d'approcher ce genre, en quelque sorte, de statistiques. Ça donne une idée, quand même, des choses, de l'ampleur. Et ça va dans les deux sens, puisque avec peut-être 100 000 ou 150 000 ovins,
c'est la même chose. On n'atteint pas 1% de la population ovine. On a des maladies épizootiques qui sont bien plus graves. Mais simplement, ce n'est pas le même effet. Parce que l'attaque du loup est très concentrée dans certaines régions, dans certains secteurs, et dans certains secteurs, dans certaines exploitations. Et donc, l'impact est très différent qu'une maladie ou un fléau endémique. Question similaire, Loïc Marion, question similaire à celle de François Moutou concernant le critère de différenciation des loups enragés et de ceux qui ne le sont pas, avant l'ère pastorienne. Comment déterminer qu'un loup était enragé ou pas? Alors là, quitte à faire hurler des non-historiens, pour une fois, mon ordre de grandeur ne va pas être de 20 à 25%, mais de 1 à 2%. C'est-à-dire qu'on n'a pas, évidemment, l'absolue certitude. Quel scientifique aurait la bêtise, en dehors des sciences dures, de dire qu'à 100%, on est sûr à chaque fois? Mais là, on est sûr à 95 ou 98%. Pourquoi? Parce que, en dehors des témoignages, évidemment, les comportements des loups enragés qui attaquent et des loups prédateurs qui ne sont pas enragés sont tellement différents que tout les oppose. La première chose, c'est qu'un loup enragé intervient effectivement pendant la phase paroxystique de la maladie, pendant une journée au maximum, quelques heures. Et il est abattu. Il est abattu le plus vite possible. Alors ça peut prendre une journée, ou une journée et une nuit, mais en général ça prend quelques heures. Et il est abattu, il est autopsié, et entre-temps, il a semé des victimes qu'on a bien identifiées. Et dans ces victimes sont toutes mordues cruellement, avec des lésions quelquefois dramatiques, mais jamais consommées, puisque le loup enragé, il y a une paralysie du pharynx, il ne mange pas vraiment, il mord, il décharne, etc. Et donc on a donc des lésions très graves qui sont soignées dans des conditions abominables pour les victimes pendant plusieurs semaines, et qui entraînent 3 semaines après ou 1 mois après, dans des proportions variables, mais souvent 1 fois sur 2, la rage. Et qui entraîne évidemment la mort dans des conditions effrayantes. Donc ça, on le voit très bien puisqu'on suit les victimes et on les identifie. En revanche, pour les loups prédateurs, rien de tout ça. Le loup prédateur, c'est pas en quelques heures qu'il attaque, c'est lui, on arrive à l'abattre qu'au bout de plusieurs jours, et souvent de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Parce que, bon, évidemment, il n'est pas infesté par la maladie, il est un animal sain, biologiquement, et donc il a un comportement de prédateur, il se réfugie dans des espaces sécurisés, et il essaye d'échapper aux chasseurs. Et de toute façon, lui, c'est très différent. Lui, il prélève pour manger. Et donc, on a effectivement prédation, c'est-à-dire qu'une fois sur 2, les proies sont dévorées, en tout ou en partie, il consomme, effectivement, et comme c'est un prédateur intelligent, évidemment, il s'attaque à plus petit que lui. Alors que le loup enragé a semé la terreur et a décharné des adultes, des hommes de 40 à 50 ans, autant que des femmes et que des enfants, le loup prédateur, lui, sélectionne parmi la population les êtres les plus faibles, essentiellement des enfants entre 7 et 14 ans qui sont en situation de vulnérabilité. Je dis essentiellement parce que ça correspond à 80% des victimes, c'est pas rien quand même. Donc là on le voit. On pourrait continuer, on a les descriptions, on a des témoins évidemment qui sont là. Enfin, tout oppose loup prédateur de loup enragé. La sociologie des victimes, la durée des attaques, le comportement de l'animal, évidemment l'autopsie qui peut être faite de l'animal après, la saisonnalité également des attaques. Le loup prédateur, il va attaquer surtout pendant plusieurs mois, entre le mois de mai et le mois d'août, là où vraiment il y aura effectivement beaucoup de victimes humaines potentielles, alors que le loup enragé sera tout au long de l'année. Donc là, pour une fois, ce qui est rare chez les historiens. Bien sûr, on n'a pas la perfection et on ne peut pas dire à 100% que tout est vrai, parce qu'on a mis un fichier de loups indistinct. On a quelques dizaines de cas. En l'état de la documentation, on ne peut pas trancher. Bon. Mais plus de 9 fois sur 10, on peut trancher sans aucun problème. Et les graphiques que l'on peut faire à partir de ces deux types de comportements sont diamétralement opposés. Donc c'est rare qu'un historien puisse vous dire qu'il est sûr de lui à quelques pourcents près, parce qu'il y a toujours une marge d'erreur, mais là je peux vous le dire, je suis beaucoup plus sûr là-dessus qu'avec les statistiques de bétail, où là c'est beaucoup plus fluctuant.
Oui, bonjour. Je voudrais faire écho et revenir à la conférence de André Micou, qui était extrêmement riche et sur laquelle on pourrait discuter un peu plus longtemps. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Parce que je voudrais reposer une question qui ne me semble pas avoir été complètement traitée, c'est l'homme est-il légitime ou pas de lutter contre les nuisances de la nature? C'est vraiment une question fondamentale parce que quand on regarde les discussions un peu ésotériques sur la notion de nuisible, on voit bien que derrière ça se profile l'idée que l'homme détruit la nature, que l'homme doit conserver la nature dans l'état dans lequel cette nature est. Et j'ai entendu à diverses reprises et lu que, par exemple, si l'on détruit les larves de moustiques pour lutter contre le paludisme, mon Dieu, c'est un scandale parce qu'on va on va modifier le fonctionnement des systèmes écologiques. C'est donc basé sur une idée extrêmement simplificatrice, fausse d'ailleurs, du fonctionnement des écosystèmes, qui est une idée de... Toute espèce est indispensable au fonctionnement des écosystèmes. C'est une idée ancienne qui a été enseignée, qui est toujours enseignée malheureusement, alors qu'on sait maintenant que les écosystèmes sont constitués d'espèces adaptatives, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans un débat, mais il faut peut-être aussi relire les bons ouvrages à l'heure actuelle en matière d'écologie. Donc on voit bien que derrière cette notion de nuisible se cristallisent des représentations du fonctionnement écologique des écosystèmes et se cristallisent aussi des débats de société autour l'homme détruit la nature comme on nous le dit en permanence alors que nous vivons dans une nature qui a été en grande partie construite par l'homme. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, nous sommes dans une nature complètement anthropisée. Donc voilà, moi je repose cette question parce qu'on n'y répond jamais ou on ne la pose jamais. L'homme est-il ou non légitime de lutter contre ces nuisances? Et je voudrais faire un commentaire, c'est qu'il y a très peu d'interventions sur les aspects de relations espèces nuisibles santé. Or, dans le domaine de la santé, il y a une quantité d'espèces qui sont perçues de manière négative, je ne dirai pas plus. Et est-on légitime ou pas de lutter contre ces espèces? Se pose la question des moustiques en Camargue, se pose tout un tas de questions. Mais je pense que l'histoire du loup est aussi assez révélatrice de ces ambiguïtés dans notre rapport à ces notions d'espèces nuisibles ou pas. Je rejoins votre question, mais effectivement, je crois qu'il n'y aura pas une réponse qui vous sera donnée lors de ces 2 journées de colloque, parce que justement, toutes ces questions-là sont vues différemment selon le groupe social, selon l'époque. Et donc, oui, moi en tout cas, je suis incapable de vous donner une réponse précise là-dessus, puisque c'est bien tout l'enjeu, c'est le débat de société. Et que là-dessus, il y a des positions qui sont diamétralement opposées, mais d'autres aussi qui sont intermédiaires. Sur le dernier point que vous signalez, je voulais vous évoquer un colloque que l'APNE a organisé l'an dernier, en décembre 2015, sur le thème santé et environnement, où ces questions-là ont été évoquées et débattues. Les actes vont être publiés prochainement. Je cherche Henri Duregard. Voilà, Henri. Je ne sais pas quand est-ce que les actes vont sortir, mais très prochainement, où ces questions ont déjà été évoquées. C'est pour ça qu'on ne les a pas spécialement repris dans ce colloque-là, même si demain, il y aura des communications sur justement l'homme et les maladies. Une dernière question peut-être? Oui. Bonjour. Gilles Rayet du ministère de l'Environnement. Je vais malheureusement pour les 2 autres intervenants reparler du loup. Donc je ne conteste pas qu'il y a dû y avoir dans le passé, même si l'interprétation des archives peut être difficile. Je ne conteste pas qu'il y a eu des attaques. Simplement, dans votre intervention, vous oubliez un peu la dernière partie, puisque vous partez du Moyen-Âge, voire de l'Antiquité, jusqu'au XXIe siècle. Et on n'a pas, aujourd'hui, de documents qui précisent des attaques de loups, notamment dans les pays limitrophes, l'Espagne, l'Italie, où il y a plusieurs milliers de loups. Aujourd'hui, on a, donc sur le XXIe siècle et XXe siècle, on n'a pas d'attaque de loups avérée. Et donc, j'aimerais que votre discours soit un peu plus complet. Certes, il y a eu dans le passé des attaques de loups, probablement sur les humains, très probablement liées à la rage. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, j'aimerais cette précision. Deuxième chose, il y a un certain nombre d'éléments qui m'interpellent dans votre intervention, notamment un élément sur les peintures. Les peintures n'auraient aucun sens si elles ne se référaient pas à des événements réels. C'est vrai que je me suis mis à croire en Dieu en regardant un certain nombre de peintures de la mythologie. C'est peut-être un petit peu fort de dire cela. On peut très bien avoir des peintures qui représentent quelque chose qui n'est pas forcément réel. Ça existe dans tout l'art. Et puis,
Une imprécision concernant les fameuses pluies d'amendes contre les chasseurs de loups. Il y a eu beaucoup de primes dans le passé. Aujourd'hui, il y a très très peu d'amendes. Je pense que si on regardait la situation depuis à peu près plus de 20 ans que le loup est rentré en France, le nombre de procès et d'amendes est extrêmement restreint. Donc on ne peut pas parler, dans votre exposé, d'une pluie d'amendes. Merci. Bien, merci. Ça me permet de préciser des choses au-delà de mes 20 minutes, qui étaient évidemment courtes. Alors d'abord, l'exposé portait sur les rapports entre l'homme et le loup quand il était considéré comme animal nuisible. Donc, il allait jusque vers 1930-1950. Il n'entrait pas dans le cadre des rapports entre l'homme et le loup plus récents, depuis notamment le renversement de l'image et du statut du loup, qui a fait l'objet de ma part d'autres interventions et d'autres livres. Hein. Je répondais à la commande, en quelque sorte, d'aujourd'hui, qui était un panorama historique jusqu'à l'extermination du loup en France vers 1930. Donc, tout à fait d'accord pour en faire un autre, à ce moment-là, pour les époques plus récentes, notamment pour les 40-50 dernières années. Ensuite, je vous remercie que vous accordiez aux historiens le fait que peut-être à cause de la rage, il y a eu quelques victimes humaines, etc. Je vous engage quand même, surtout si vous faites partie du ministère de l'Environnement, et que vous avez donc publié, il y a une dizaine d'années, le tout début de l'enquête que je menais avec mon équipe dans votre propre site, de réactualiser quand même cette enquête-là, puisque depuis 10 ans, on a beaucoup avancé, et que si vous allez voir le site Homme et Loup, vous verrez que non seulement quantitativement, on est passé de 3 000 à 10 000 cas d'attaque, mais on a bien distingué effectivement les loups prédateurs des loups enragés. Il y a autant, sinon plus, de victimes de loups prédateurs que de loups enragés dans l'histoire, donc il ne faut pas les oublier. La question des loups enragés est terrifiante, de toute façon. Elle ne peut pas être réglée en 3 secondes, parce que l'impact que la rage entraîne chez les populations est effroyable, encore pire que les prédations. Donc je pense qu'il faut bien voir les choses. Et puis alors en ce qui concerne... alors la pluie d'amendes, non. Alors si j'ai dit une pluie d'amendes, j'ai dit aujourd'hui on a des amendes. Bon, mais effectivement, là vous avez entièrement raison. Votre pluie d'amendes se résume à moins d'une dizaine d'amendes. Hein. Voilà la pluie d'amendes. Hein. Si on veut ironiser sur le terme pluie, si j'ai utilisé le terme pluie et que les 150 auditeurs l'ont révélé, que ces 150 auditeurs veuillent m'en excuser. Il y a une dizaine d'amendes. Hein. Mais je ne pensais pas. Hein. Par contre, ce qui me paraît important, c'est le renversement complet de perspectives symboliques et juridiques. Hein. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas allés dans la dentelle, d'une part pendant des siècles pour considérer le loup comme le pire des animaux nuisibles, et brutalement pour le mettre au pinacle et le mettre en espèce strictement protégée. Il n'y a pas eu en France vraiment beaucoup d'hésitation pour aller vers, je ne veux pas dire un juste milieu, mais vers des positions un peu plus nuancées. Enfin, l'extérieur. Alors, c'est une tarte à la crème que de dire, mais écoutez, là, c'est vos songes creux d'historiens dans le passé, un passé qu'on ne connaît pas, avec des archives qu'on ne maîtrise pas, etc. Bref, c'est ascientifique, tout ça. Les historiens, ils inventent, ils imaginent beaucoup. Hein, alors que les non-historiens d'aujourd'hui, eux, savent ce dont il est question. Et est-ce qu'il y a des attaques, notamment sur l'homme au XXe, au XXIe siècle? Il n'y en a pas. Ben, je suis désolé. Je suis désolé. Évidemment, si on ne cherche pas, on est rassuré. Quand on ne cherche pas, il n'y a pas. On ne trouve pas. Si on cherche, on peut trouver. Ça dépend. Et là, j'ai un de mes collègues, notamment, qui travaille sur la Roumanie. La Roumanie, c'est jusqu'à preuve du contraire en Europe, et qui a rassemblé pour le XXe siècle, c'est pas pour le Moyen-Âge, c'est pas pour le XVIIe siècle, une base de données de plus d'une centaine de victimes de loups prédateurs, en dehors des loups enragés, entre 1920 et 1950. Ah, vous me direz, c'est les calendes grecques, c'est très vieux tout ça. Mais enfin, il y a encore des gens qui y vivent encore et qui sont nés entre 1920 et 1950, c'est pas si vieux que ça. Enfin, n'oublions pas qu'en Espagne, au Portugal, il y a eu quelques cas d'attaque avérés en 1960 et en 1970. N'oublions pas qu'exceptionnellement dans le monde, en Inde, en Asie centrale et au Canada, on a 1 ou 2 attaques de temps en temps au cours du XXIe siècle, mais évidemment, toujours dans un contexte très particulier qu'il ne faudrait pas extrapoler. Donc tout ça pour dire, il ne faut jamais dire jamais. Il y a des exceptions rarissimes qui existent encore et qui témoignent de situations particulières. Quant au XXe siècle, qui a
sauf erreur de ma part, n'est pas si lointain que ça, le XXe siècle. Là, je parlais de la Roumanie, mais si je parlais de la Russie, ça serait encore beaucoup plus dramatique. On a effectivement des victimes qui se comptent en centaines, et beaucoup plus que d'ailleurs que la France, l'Espagne ou l'Italie, où là, à part les loups enragés, effectivement, il n'y avait plus d'attaques sur l'homme depuis déjà 1830 ou 1850. Donc bref, je pense qu'il faut raison garder, il faut donner des précisions, il faut contextualiser. Et quand on travaille sur un animal à travers plusieurs domaines scientifiques, il faut avoir le courage de s'écouter, on n'a pas toutes les mêmes perspectives, on n'a pas les mêmes clés d'analyse, et puis chacun est compétent dans son domaine. Pour analyser les archives, en principe, les historiens sont compétents, mais c'est très bien qu'ils écoutent un peu les naturalistes et puis d'autres domaines scientifiques pour enrichir leur questionnaire et effectivement essayer de répondre le plus juste possible. En tout cas, merci de votre intervention. Ah, excusez-moi. Oui, là, c'est pour aller vite, effectivement. Ces représentations picturales correspondent à un genre mineur, qui est ce genre animalier des rapports entre l'homme et l'animal. C'est pas du tout un genre symbolique, etc. On est jusqu'en 1830. C'était des peintures qui étaient exposées dans des salons. Et comme elles correspondent à l'année près, véritablement, à des événements que les sources administratives nous donnent, on a en Bourgogne, dans Côte d'Or, une vingtaine d'enfants dévorés par des loups, par exemple. Pendant ces années-là, on en a 10 ans avant au sud de la France. Il y a une correspondance, une corrélation chronologique exacte entre ces peintures de genre, qui sont un genre particulier de la peinture, j'exclus pas la peinture symbolique, et puis nos sources administratives qui évoquent les réalités. Merci beaucoup donc à tous les intervenants pour cette première session effectivement de nos 2 journées.